Tu as assassiné et tu as arraché le père d'Angela à elle. N'aie pas de pitié pour ton âme, comme tu n'as pas eu de pitié pour la sienne. Épouse-la. C'est le pire pour moi-même. Je ne pense pas t'avoir fait du tort. Je pense que je lui ai dit la bonne chose. Dans un monde où la famille devrait être un sanctuaire, certains la transforment en champ de bataille de mensonges, de trahison et de tragédie. Ces affaires révèlent des actes de violence glaçants au sein des familles qui laissent les communautés stupéfaites et les proches dévastés. Des motifs trompeurs de Taniko Thompson aux actions sans cœur de Brie Kuhn, ce sont les histoires de tueurs familiaux qui n'ont montré aucun remords. Commençons. Juste un peu avant, elle a fait ce qu'elle a fait à mon fils. Je ne peux pas croire ça. Vraiment, je ne peux pas croire ça. Taniko Thompson, une ancienne policière d'Atlanta, a été condamnée pour le meurtre de son petit ami. Elle n'a montré aucun remords, prétendant la légitime défense, mais les preuves contredisaient son histoire. En mai 2014, Fort Lauderdale a été témoin d'un crime tragique qui a secoué la communauté. L'officier de police de Miami, Carl Patrick, connu pour son dévouement et sa compassion, a été retrouvé mort dans sa maison de Pembroke Pines. Sa petite amie, Taniko Thompson, qui vivait avec lui, a prétendu la légitime défense, mais ses actions et ses incohérences ont peint un tableau différent. Carl Patrick était un officier de police de Miami dévoué qui a passé sa vie à servir les autres. En mai 2014, sa vie a été tragiquement écourtée lorsqu'il a été retrouvé mort dans sa maison de Pembroke Pines, portant encore son uniforme. La personne responsable était sa petite amie, Taniko Thompson, qui vivait avec lui et qui a affirmé avoir tiré sur Carl en légitime défense parce qu'il avait été offensant. Cependant, les procureurs ont découvert des faits troublants qui ont jeté le doute sur son histoire. Après la fusillade, Thompson a pris le téléphone de Carl, l'empêchant d'appeler à l'aide. Au lieu de chercher de l'aide, elle a inventé une grossesse et a même utilisé ses cartes de crédit après sa mort. Ces actions ont dépeint un tableau de tromperie plutôt que de désespoir. La mère de Carl, Lucille Patrick, était dévastée par la perte de son fils. Elle s'est opposée fermement à la revendication de Thompson de mauvais traitements, décrivant Carl comme un homme au grand cœur qui aimait profondément Taniko. « Mon fils était bon avec cette femme, et l'aimait tellement. Il ne pouvait pas voir la laideur en elle, » a dit Lucille, sa douleur palpable. Mon fils était bon avec cette femme et il l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas voir la laideur en elle. Le procès était rempli d'histoires contradictoires, laissant la salle d'audience divisée. La famille de Taniko Thompson a supplié pour la clémence, la décrivant comme une personne compatissante et affirmant qu'elle était victime de mauvais traitements. Ils ont imploré le tribunal de prendre en compte son passé difficile et ses luttes présumées. Cependant, les procureurs ont présenté un tableau très différent. Ils ont soutenu qu'il n'y avait aucune preuve des mauvais traitements que Thompson avait décrits. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur ses actions après la fusillade, qui semblent être calculées et sans cœur, laissant Carl Patrick mourir. Plus tard, elle a abusé de ses cartes de crédit et a simulé une grossesse, montrant un manque de remords et de responsabilité pour ses actes. Lorsqu'il fut temps de prononcer la sentence, Thompson s'est adressée à la mère en deuil de Carl. Luttant contre les larmes, elle a dit « Je ne voulais pas qu'il meure. Je l'ai fait pour me défendre. » Mais ces mots n'ont apporté ni réconfort ni changement de résultat. La famille a vu ces excuses comme trop peu, trop tard. Le tribunal a finalement pris parti pour les preuves, déclarant Thompson coupable. Pour les proches de Carl, ses actions parlaient au plus fort que ses mots, les laissant avec un chagrin et un sentiment de trahison qu'il porterait à jamais. En août 2016, Taniko Thompson a été reconnue coupable de meurtre au second degré. Le 4 novembre 2016, elle a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, mais elle n'a montré aucun remords. Le juge Jeffrey Kuhn a prononcé la sentence, apportant un sentiment de justice aux proches de Patrick. La salle d'audience était remplie d'émotions mitigées, de tristesse, de soulagement et de colère. La famille et les amis de Patrick se sont étreints, trouvant un certain réconfort dans le verdict. Lucille Patrick a exprimé sa gratitude, disant qu'il ne pouvait pas tuer cette femme, mais elle l'a fait. Malgré la douleur, elle a trouvé du réconfort en sachant que le meurtrier de son fils serait tenu responsable. L'affaire sert de rappel sombre de la façon dont la tromperie et la tragédie peuvent s'entrelacer, laissant derrière elles des cœurs brisés et des questions sans réponse. Les actions de Taniko Thompson ont laissé une famille dévastée et incrédule. Mais le prochain cas montre l'histoire du meurtre d'une étoile montante. Pour stériliser votre cœur, pour empêcher la naissance de tout autre enfant, nous demandons également la peine la plus élevée de la réclusion, à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Raheem Grant, un rappeur d'Atlanta connu sous le nom de Red Beezy, était une étoile montante. Il a commencé sa carrière musicale enfant et a même joué au Showtime at the Apollo alors qu'il n'avait que 7 ans. Dans la vingtaine, il était non seulement rappeur, mais aussi un producteur et ingénieur du son talentueux. Malgré son succès, la vie de Raheem a pris une tournure tragique le 29 décembre 2017, en raison d'une relation tumultueuse avec la mère de son enfant, Ciara Harp. En 2013, Ciara Harp a approché Raheem Grant pour un autographe et un emploi. Raheem, gentil et motivé, l'a embauché pour promouvoir ses spectacles. Leur relation professionnelle est rapidement devenue romantique.
et en 2014, ils ont accueilli une belle fille, Angel. Raïm était un père dévoué qui mettait toujours sa fille en premier, mais sa relation avec Ciara est devenue de plus en plus difficile. À la fin de 2017, Raïm se préparait pour une tournée musicale excitante, travaillant dur pour faire avancer sa carrière. Pendant cette période, Ciara, qui n'avait nulle part où aller, a emménagé temporairement chez lui. Cependant, son comportement est devenu imprévisible. Elle avait souvent des crises de jalousie, menant à des disputes houleuses. Inquiète pour sa sécurité, la mère de Raïm, Géraldine, lui a conseillé d'enregistrer leurs interactions au cas où. Le 29 décembre 2017, une tragédie a frappé. Ciara est apparue chez un voisin avec des blessures par arme blanche, tenant la petite Angel dans ses bras. Lorsque la police est arrivée chez Raïm, ils ont découvert qu'il avait été abattu à plusieurs reprises et poignardé. Ciara a affirmé qu'il s'agissait de légitime défense, mais les preuves suggérèrent le contraire. Cet événement déchirant a mis fin à la vie de Raïm, laissant ses proches pleurer un artiste talentueux et un père attentionné. Au début, les enquêteurs ont cru que Raïm avait attaqué Ciara Harp, la forçant à se défendre. Cependant, la mère de Raïm, Géraldine, a fermement nié cela, expliquant que son fils n'avait jamais été une personne violente. Alors que les soupçons s'intensifiaient, les résultats de l'autopsie ont révélé des détails choquants. Raïm avait été abattu 7 fois, y compris à l'arrière de la tête. Ses blessures ont clairement montré qu'il était sans défense lors de l'attaque. L'affaire a pris un tournant majeur lorsque les enquêteurs ont accédé au téléphone de Raïm. Ce qu'ils ont trouvé était glaçant. Dans une vidéo, Raïm a documenté ses blessures, déclarant douloureusement « C'est ce que Ciara Harp m'a fait ». D'autres vidéos, filmées par Ciara elle-même, la montraient en train de lui crier dessus avec colère et d'essayer de mettre en scène une scène pour faire croire à de la légitime défense. L'un des moments les plus déchirants a été lorsque Raïm, luttant pour survivre, a été de nouveau abattu. Les preuves provenant du téléphone de Raïm ont révélé la vérité et ont rendu justice à un père au grand cœur dont la vie a été tragiquement écourtée. Elles ont également révélé son courage à s'assurer que son histoire soit entendue. Le 22 février 2018, Ciara Harp a été arrêtée et accusée du meurtre de Raïm. Lors de son procès, les vidéos n'ont laissé aucun doute sur ses actions, qui ne montraient aucun remords pour son acte. En mai 2019, Ciara a été reconnue coupable de malveillance, de meurtre et d'agression aggravée. Elle a été condamnée à 125 ans de prison. La mère de Raïm, Géraldine, élève maintenant Angel, s'assurant qu'elle grandisse entourée d'amour et loin de la douleur causée par les actions de sa mère. Ce cas déchirant nous rappelle l'importance de reconnaître les relations toxiques et dangereuses. Raïm était un artiste talentueux, un père dévoué, et quelqu'un qui méritait un avenir sans danger. Son héritage perdure dans sa musique et l'amour que sa mère offre à Angel. Les actions horrifiantes de Harp nous rappellent les dangers qui se cachent dans les relations toxiques. Mais le cas suivant montre une affaire très médiatisée où l'amour et la trahison se heurtent à la légitime défense. J'ai attendu si longtemps pour pouvoir lui parler en face à face et j'ai enfin obtenu cela pour moi-même, donc j'espère que la prison lui sera bénéfique. Le 27 septembre 2020, Ashley Benefield, âgée de 33 ans, a tiré et tué son mari séparé, Doug Benefield, âgé de 58 ans, à son domicile en Floride. Leur mariage tumultueux, rempli d'allégations de mauvais traitements et de batailles juridiques, est devenu le centre d'un procès que les médias ont surnommé le procès du cygne noir. Ashley, une ancienne ballerine, a affirmé avoir agi en légitime défense, mais beaucoup ont remis en question ses véritables intentions. Ashley s'est présentée devant le tribunal et a décrit un mariage marqué par la peur et le contrôle. Elle a témoigné que Doug avait été blessant tout au long de leur relation, essayant souvent de dominer sa vie. La nuit de l'incident tragique, a-t-elle dit, une dispute a dangereusement dégénéré. Selon Ashley, Doug l'a empêché de quitter son domicile, s'est avancé vers elle avec colère et l'a frappée au visage. Se sentant terrifiée et piégée, elle a saisi une arme et a tiré, affirmant qu'il s'agissait de légitime défense. Ashley a également partagé qu'elle avait essayé de se protéger, elle et leur enfant, par le passé. Elle a déposé des injonctions contre Doug en 2018 et 2020, l'accusant de mauvais traitements et cherchant à l'éloigner de leur enfant. Cependant, aucune accusation criminelle n'a jamais été portée contre Doug, et l'une des injonctions était encore non résolue lorsque l'incident s'est produit. L'accusation, dirigée par Susan O'Donnell, a contesté les affirmations d'Ashley. O'Donnell a souligné les preuves matérielles, notant que la blessure par balle de Doug provenait du côté, suggérant qu'il ne faisait pas face à Ashley lorsqu'il a été abattu. Le procureur a accusé Ashley d'avoir mis en scène l'événement pour obtenir la garde exclusive de leur enfant et a affirmé que son chagrin pendant le procès était une mise en scène pour tromper le tribunal. Le procès d'Ashley Benefield était rempli de rebondissements et de moments intenses qui ont capté l'attention de tous. Au cours des procédures, l'équipe de défense d'Ashley a soulevé des préoccupations concernant des problèmes potentiels avec le jury. Ils ont affirmé qu'un juré aurait pu dissimuler des informations montrant un parti pris, tandis qu'un autre était accusé d'avoir partagé des détails sur le procès en utilisant un téléphone portable.
Ces allégations ont créé une agitation, mais le juge les a examinées attentivement et a décidé de rejeter les 2 réclamations, permettant ainsi au procès de se poursuivre. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, la revendication d'autodéfense d'Ashley a été fortement scrutée. Elle a témoigné qu'elle craignait pour sa vie lorsque son mari, Doug Benefield, l'aurait attaquée, mais les preuves ne soutenaient pas entièrement son récit. Les procureurs ont soutenu que les preuves matérielles, y compris la direction de la blessure par balle, ne correspondaient pas à sa version des faits. Cela a soulevé de sérieux doutes quant à savoir si elle agissait vraiment en légitime défense ou si ses actions étaient préméditées. À la fin, le jury a rendu sa décision. Ils n'ont pas cru qu'Ashley était complètement innocente, mais ils ne l'ont pas non plus reconnue coupable de meurtre au second degré. Au lieu de cela, elle a été condamnée pour homicide involontaire, une accusation moins grave mais néanmoins sérieuse. C'était un moment crucial qui a façonné son avenir et apporté une certaine clôture à la famille en deuil de Doug. Le 3 décembre 2024, Ashley Benefield a été condamnée à 20 ans de prison, suivi de 10 ans de probation. Lors de l'énoncé de la sentence, Ashley n'a apparemment montré aucune émotion. La famille de Doug Benefield, cependant, a estimé que justice avait été rendue. Je vais vous condamner à 20 ans de prison d'État en Floride. Cela sera suivi de 10 ans de probation. La fille de Doug, Eva Benefield, a fait une déclaration émouvante lors de l'audience. « Mon père était le meilleur homme que j'ai jamais connu dans toute ma famille », a-t-elle dit. « J'espère que la prison lui sera bénéfique. » La famille a exprimé son soulagement qu'Ashley ait été tenu responsable, bien qu'il pleure également la perte de Doug, un père et un ami dont la vie s'est terminée tragiquement. Mon père était le meilleur homme que j'ai jamais connu de toute ma vie et il continuera à garder cette place dans mon esprit et dans celui de toute notre famille pour toujours. L'affaire d'Ashley Benefield impliquait un mélange complexe de revendications et de contre-revendications, soulignant l'impact dévastateur des conflits domestiques lorsque la violence devient la solution. Le procès d'Ashley Benefield a captivé la nation. Le prochain cas est encore plus déchirant, où une perte tragique change des vies à jamais. Le 8 septembre 2021, la paisible communauté de Gulf Breeze a été secouée par un incident dévastateur. États-Unis. Un officier en chef de la marine américaine rapporte une dispute animée avec son mari, Colin Turner, au sujet de leurs 3 enfants. À la fin de cette journée, Colin Turner, un père aimant et vétéran des Marines, serait mort, et Kuhn ferait face à des accusations de meurtre prémédité au premier degré. La relation entre Bree et Colin était devenue de plus en plus tendue au fil des ans, et le 8 septembre 2021 marquerait un tournant tragique. Ce jour-là, le bureau du shérif du comté de Santa Rosa a reçu plusieurs appels. Les 2 premiers appels, l'un de Bree et l'autre de Colin, décrivèrent des disputes animées, mais ne révélaient aucun signe clair de violence physique. Les adjoints sont arrivés et repartis à chaque fois, ne voyant aucune raison d'intervenir davantage. Plus tard dans la soirée, à 18h22, un 3e et dernier appel a été reçu. Colin, semblant angoissé, a dit aux opérateurs qu'il avait été enfermé dans le garage par Bree. Il a décrit comment elle avait essayé de lui faire du mal lorsqu'il a tenté de rentrer dans la maison. Puis, pendant l'appel, un grand bruit a résonné en arrière-plan. « Elle vient de me tirer dessus », a crié Colin pendant l'appel, selon la police. La voix de Colin est remplie de douleur et de peur lorsqu'il est au téléphone. Ce qui a suivi était encore plus horrifiant. 3 autres coups de feu ont retenti, puis il n'y a eu que le silence. Lorsque les adjoints sont revenus sur les lieux, il était trop tard. Colin Turner, un vétéran de la marine et père, avait perdu la vie dans un moment tragique et irréversible. Les événements de ce jour-là ont laissé une communauté sous le choc et une famille à jamais changé. Bree a été arrêté et accusé de meurtre, menant à un procès qui a révélé 2 versions très différentes de la vérité. Son équipe de défense l'a décrite comme une femme piégée dans un mariage offensif. Ils ont affirmé que Colin, un vétéran de la marine avec une lésion cérébrale traumatique, avait été émotionnellement et physiquement nuisible envers elle. Ils ont soutenu que des années de souffrance avaient poussé Bree à craindre pour sa vie et la sécurité de ses enfants. Ses avocats ont cité le syndrome de la femme battue, expliquant que Bree avait agi par désespoir. Cependant, les procureurs ont dressé un tableau très différent. Ils ont affirmé que les actions de Bree n'étaient pas motivées par la peur, mais préméditées et délibérées. Ils ont présenté des preuves convaincantes où les derniers moments de Calden pouvaient être entendus. Le témoignage du frère de Bree, Eric, a encore soulevé des questions sur sa défense, jetant le doute sur sa version des faits. Pendant 4 jours, le jury a écouté attentivement alors que les 2 parties présentèrent leurs arguments. Malgré les interruptions causées par l'ouragan Hélène, le jury est revenu avec une décision claire. Bree Kuhn a été reconnu coupable de meurtre prémédité au premier degré. Le verdict a marqué la fin d'un procès déchirant qui a laissé une famille en deuil et une communauté aux prises avec la tragédie. Le juge de circuit James Duncan a condamné Bree à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, elle n'avait aucun remords pour son acte. Elle n'a pas pensé à ses 3 enfants, témoins des événements tragiques qui ont été placés en garde protectrice. Cette histoire sert de rappel douloureux des conséquences dévastatrices des conflits non résolus et de la mauvaise gestion des tâches ménagères.
Bien que Bree ait affirmé avoir agi par peur et désespoir, les preuves ont dressé le tableau d'un choix tragique qui a coûté la vie à Colin et brisé 2 familles. Le prochain cas nous amène à Isabelle Martinez, une adolescente dont les actions ont révélé un côté sombre et troublant sous la surface. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Vous n'avez pas besoin d'un avocat. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez le droit de vous représenter vous-même. Dans notre Constitution, vous avez le droit de vous représenter vous-même. Le 6 juillet 2017, un appel glaçant au 911 a été passé depuis une maison à Loganville, en Géorgie. Lorsque la police du comté de Gwinnett est arrivée sur les lieux, elle a découvert une scène tragique. 5 vies perdues. Les victimes comprenaient son mari, Martinez Romero, 33 ans, et leurs 4 enfants, Isabelle, 10 ans, Dakota, 7 ans, Dylan, 4 ans, et Axel, 2 ans. Un 5e enfant, Diana, 9 ans, avait également été poignardée, mais a survécu après avoir subi une chirurgie d'urgence. La famille Romero avait récemment emménagé dans un quartier calme de Loganville, en Géorgie. D'après tous les témoignages, il semblait être une famille heureuse et soudée. Les enfants étaient souvent vus en train de jouer avec des amis et étaient décrits par les voisins comme brillants et pleins de potentiel. Cependant, sous cette apparence paisible, une tragédie se préparait. Isabelle Martinez, la mère, serait tombée dans une profonde dépression après la mort de son père, ce qui semblait tout changer. Le 16 juillet 2017, l'impensable s'est produit. Isabelle a passé un appel au 911, admettant qu'elle avait poignardé son mari et ses enfants. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé 5 membres de la famille morts et un autre enfant, Diana, grièvement blessé mais vivant. Le choc ne s'est pas arrêté là. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Isabelle s'est comportée de manière à dérouter tout le monde. Elle a souri pour les caméras, a fait un double pouce en l'air et s'est même agenouillée dans une pose semblable à une prière. Ces actions ont déconcerté le tribunal et les spectateurs. Le juge lui a fermement dit d'arrêter. Mais elle a secoué la tête et a ri. Lorsqu'on lui a demandé si elle souhaitait être représentée légalement, Isabelle a refusé un avocat, disant que sa foi et le peuple la défendraient. C'était une démonstration glaçante dans une affaire qui a laissé une communauté dévastée et en quête de réponse. Un procureur de Géorgie ne demandera pas la peine de mort pour une femme accusée d'avoir poignardé à mort son mari et ses 4 enfants. Isabelle Martinez, âgée de 34 ans, a plaidé non coupable de toutes les accusations aujourd'hui dans un tribunal du comté de Gwinnett. La police a rapidement lancé une enquête approfondie après la découverte dévastatrice à Loganville. Ils ont découvert qu'Isabelle Martinez avait brutalement poignardé sa famille aux premières heures du matin. De manière choquante, elle a avoué les crimes sans hésitation. Cependant, ce qui s'est passé dans la salle d'audience a laissé tout le monde encore plus perplexe. Lors de sa condamnation, le comportement d'Isabelle était pour le moins étrange. Elle souriait, faisait signe aux caméras et a même fait un double pouce en l'air. Souriant d'un sourire des plus inquiétants, elle a fait un pouce en l'air au jury et a commencé à bouger comme si elle priait. Elle se balançait sur son siège, joignait ses mains dans un geste de prière, et semblait complètement détachée de la gravité de la situation. Ces réactions étranges ont déstabilisé tout le monde présent, y compris le juge, qui a dû la prévenir d'arrêter de jouer pour les caméras. Beaucoup de gens ont commencé à se demander ce qui aurait pu la pousser à commettre un acte aussi horrible. Certains experts ont émis l'hypothèse qu'Isabelle pourrait avoir eu des problèmes de santé mentale graves, peut-être déclenchés par la perte récente de son père. D'autres se demandaient comment une tragédie aussi inimaginable pouvait se produire dans une famille apparemment normale et heureuse. J'ai eu des frissons, je ne pouvais pas y croire. Que s'était-il passé? Je veux dire, quand ils ont dit qu'il y avait eu une tragédie, j'ai pensé peut-être un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Après un procès approfondi où elle a montré des réactions bizarres à son acte, Isabelle Martinez a été reconnue coupable de 5 chefs de meurtre, d'agression aggravée et de cruauté envers les enfants. Elle a été condamnée à une peine de réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle plus 21 ans. Pour couper l'affichage, pour les caméras. La perte a dévasté la communauté, laissant famille, amis et voisins aux prises d'avec une tragédie inimaginable. L'enfant survivante, Diana, a fait face à un long chemin de rétablissement, tant physiquement qu'émotionnellement. Pour beaucoup, cette affaire sert de rappel brutal de la douleur cachée qui peut mener à des actions inimaginables. L'attaque brutale d'Isabelle contre sa famille est impossible à oublier. Le cas suivant montre la perte tragique d'une fille, nous laissant interroger sur les actions inimaginables d'une mère. Faites attention et méfiez-vous de qui vous parlez et faites attention à qui est autour de vous. Et soyez suspicieux de tout. Par une froide journée de novembre en 2014, une tragédie s'est déroulée à Nashua, New Hampshire, qui laisserait un impact durable sur la communauté. Kathleen Marron, une mère de 27 ans, a été condamnée pour avoir tué sa fille de 3 ans, Brielle Gage. Les détails de l'affaire étaient si déchirants qu'ils entraient tous ceux impliqués.
Brielle Gage était une petite fille douce et innocente dont la vie s'est terminée bien trop tôt. Durant la semaine de Thanksgiving en 2014, elle a subi des blessures graves qui lui ont coûté la vie, laissant sa famille et sa communauté dévastées. Au début, sa mère, Kathleen Martin, a affirmé que Brielle était tombée dans les escaliers, mais la vérité était bien plus déchirante. Les enquêteurs ont rapidement découvert une autre histoire, révélant que Brielle avait été soumise à des mauvais traitements inimaginables. Elle avait été frappée de coups de pied, de poing et même projetée contre un mur. Les blessures sur son petit corps racontaient une histoire déchirante. Plus de 50 ecchymoses et blessures montraient à quel point elle avait souffert. Les procureurs ont expliqué que la colère de Maren avait échappé à tout contrôle. Ils ont dit qu'elle s'était mise en rage lorsque Brielle s'était mouillée et était ensuite allée à la cuisine la nuit pour chercher de la nourriture. Ce qui aurait dû être de simples moments d'enfance est devenu le déclencheur d'une explosion de violence. Il suffit de garder l'histoire droite. La seule personne qui a peur de la vérité, c'est elle, monsieur le juge. Et pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'elle est une meurtrière. Malgré toutes les preuves, Maren a insisté sur le fait qu'elle était innocente. Elle a choisi d'être jugée sans jury, mettant son sort entre les mains d'un juge. La perte tragique de Brielle et les circonstances entourant sa mort ont laissé la communauté sous le choc. Pendant le procès, le procureur général adjoint principal, Jeff Strelzin, a dressé un tableau sombre de Kathleen Marron, la qualifiant de menteuse habile et manipulatrice. Il a expliqué comment Marron avait soigneusement essayé de couvrir ses traces, mais la vérité sur ce qui était arrivé à sa fille de 3 ans, Brielle Gage, ne pouvait pas être cachée. La salle d'audience était lourde de chagrin alors que les détails de la mort lente et douloureuse de Brielle étaient révélés. Les procureurs ont partagé comment la petite fille avait subi plus de 50 blessures, laissant tout le monde sous le choc et l'incrédulité. Parmi les personnes présentes se trouvait la mère de Martin, Kathleen Emery. Elle a courageusement pris la parole devant le tribunal, sa voix remplie de chagrin et de douleur. Kathleen a exprimé sa profonde douleur, non seulement pour la perte de sa petite fille bien-aimée, mais aussi pour sa fille, Kathleen. Elle pleurait la réalité que Kathleen passerait désormais le reste de sa vie derrière les barreaux, loin de la vie qu'elle avait autrefois connue. Parlez-lui, a dit son médecin, mais elle pleure sans raison. Vous ne pouvez pas la reconnaître. La tragédie de la mort de Brielle a laissé un impact durable sur tout le monde. En décembre 2016, Maren a été reconnue coupable de meurtre au second degré. Le juge Charles S. Temple l'a condamnée à 45 ans de prison à perpétuité. Il a qualifié la mort de Brielle d'horrible et a exprimé l'espoir que son histoire tragique servirait de signal d'alarme pour que la société protège mieux ses enfants, tandis que Maren ne montrait aucun remords. Je suis désolée. C'est le reste de sa vie en prison. Le juge Temple a qualifié la mort de Brielle d'horrible. Ils disent que même si elle a parlé à la police auparavant, informée de ses droits. C'est pourquoi, quand vous arrivez au poste, vous ne lui dites pas « vous n'avez pas à me parler ». Et c'est pourquoi vous ne faites aucun effort pour lui fournir un téléphone pour contacter son avocat. La mort de Brielle a été un rappel dévastateur de la fragilité et de la précieuse valeur de la vie, surtout pour les enfants. Elle a déclenché des changements dans les lois de protection de l'enfance dans le New Hampshire, garantissant que la souffrance de Brielle ne serait pas vaine. Cependant, justice a été rendue. La communauté pleurera à jamais la perte d'une petite fille dont la vie a été volée bien trop tôt. Priez pour sa famille, pour ses frères et sœurs, car ils doivent vivre avec cela. Le meurtre impitoyable de Kathleen a choqué la communauté. Le cas suivant montre une cruauté indescriptible qui nous a plongés dans une tragédie ayant coûté la vie à 2 jeunes. Je viens de recevoir un appel de la mère de mon enfant disant que 2 de mes plus jeunes, 2 bébés morts, mes fils sont... En 2017, une tragédie déchirante et horrible s'est déroulée à Atlanta lorsque Lamora Williams, une mère de 3 enfants, a tué ses 2 jeunes fils, Jakarta et Keontae. L'incident dévastateur a choqué la communauté et a laissé beaucoup de gens en difficulté pour comprendre comment une mère pouvait commettre un acte aussi indescriptible. Lamora Williams, une mère de 3 enfants âgée de 24 ans, a appelé les services d'urgence dans un état de panique, disant qu'elle avait trouvé ses 2 jeunes fils morts à la maison après les avoir laissés avec une personne de garde. Lamora a décrit une scène terrible au répartiteur du 911, disant que le poil était tombé sur la tête de son plus jeune fils et que son autre fils avait été trouvé par terre avec ce qui semblait être des blessures graves. Elle était frénétique, demandant de l'aide et insistant sur le fait qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. La situation semblait tragique et le répartiteur pouvait entendre le désespoir dans sa voix. Je ne veux pas en faire trop parce que j'étais au travail. D'accord.
Je comprends cela, je comprends complètement, mais j'ai besoin d'envoyer de l'aide chez vous maintenant. Lorsque la police est arrivée et a commencé à enquêter, les choses vont commencer à paraître différentes. Les détails de la scène ont soulevé plus de questions. Les officiers ont trouvé les corps des enfants, et certaines marques ressemblaient à des brûlures. L'enquête a conduit à une découverte choquante. Les 2 garçons avaient été placés à l'intérieur d'un four renversé et y avaient été laissés pendant une période prolongée. Cette révélation déchirante a tout changé, et la vérité sur ce qui s'est passé ce jour tragique a commencé à émerger, laissant tout le monde incrédule. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les autorités ont commencé à découvrir la vérité déchirante sur ce qui s'était passé. Les 2 jeunes garçons étaient morts de brûlures graves, et les preuves suggéraient que leur tête avait été délibérément placée à l'intérieur d'un four qui avait été renversé. L'autopsie a fourni encore plus de détails, montrant que les garçons avaient été exposés à une chaleur extrême pendant longtemps avant leur mort tragique. Les brûlures qu'ils ont subies n'étaient pas celles d'un accident naturel. Toutes les preuves ont commencé à pointer vers Lamora Williams, la mère des garçons. Ce qui avait initialement semblé être un accident tragique ressemblait maintenant à quelque chose de bien plus sinistre. La police et les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour reconstituer ce qui s'était passé, et la vérité sur l'implication de la mère dans un crime aussi inimaginable est lentement devenue indéniable, laissant tout le monde stupéfait et profondément attristé par le dénouement. Nous savons qu'elle était dans le bâtiment, quelque part dans une pièce à l'arrière, mais elle a choisi de ne pas apparaître directement devant le juge. Donc, vous regardez une vidéo d'une audience précédente au tribunal. Lamora Williams a été arrêtée et accusée des meurtres de ses 2 fils. En 2024, elle a été reconnue coupable de 14 chefs d'accusation et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, en plus de 35 années supplémentaires pour d'autres charges liées à l'affaire. Pourtant, elle ne montre aucun remords pour ses actions. Elle a choisi de rester silencieuse pendant tout le procès. Point 2. Dissimuler un corps et une accusation de mensonge à la police. Williams est accusé d'avoir tué son enfant d'1 an et celui de 2 ans en octobre en les mettant dans un four chaud. L'affaire a laissé la communauté sous le choc et dans le chagrin, luttant pour comprendre comment une mère pouvait commettre un crime aussi inimaginable contre ses enfants. Le chagrin a été ressenti par tous ceux qui ont suivi l'histoire, surtout que Williams a maintenu son innocence, affirmant que des problèmes de santé mentale avaient contribué à ses actions. Et cela les a combattus. Cela leur a assuré que nous sommes là pour lui. La violence insensée de Lamora Williams a brisé des vies et laissé des proches aux prises avec une perte inimaginable. Le cas suivant montre comment la gentillesse peut rapidement se transformer en horreur. Je suis certain de que toujours vivira en nos corazons, qu'elle vivra toujours dans nos cœurs. C'est l'histoire tragique de Daniela Tiberias, une femme de 21 ans dont la vie a été brutalement interrompue par une connaissance qu'elle venait de rencontrer. Daniela a été tuée dans un acte de violence impensable après une soirée avec des amis de sa salle de sport, une soirée qui devait être pleine de plaisir et de rire. Daniela était un membre amical et solidaire d'une salle de sport à Coral Springs, en Floride. Elle était connue pour sa gentillesse et se liait facilement d'amitié avec tout le monde autour d'elle. Un soir, lors d'une sortie avec la salle de sport, Daniela a remarqué qu'Yvonne Serrano, une autre membre de la salle, avait beaucoup bu. Serrano ne semblait pas se connecter avec les autres, et Daniela, toujours attentionnée, a décidé de lui offrir son aide. Elle a proposé de raccompagner Serrano chez elle après la soirée. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait, le comportement de Serrano est devenu plus intense et agité. Son état d'ébriété mettait tout le monde mal à l'aise, et il est devenu clair qu'elle ne se maîtrisait pas bien. Malgré l'ambiance troublante, Daniela, essayant de faire ce qu'il fallait, a décidé de raccompagner Serrano chez elle pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Mais cette décision aurait des conséquences dévastatrices. Quelques heures plus tard, la police a découvert le corps sans vie de Daniela dans l'allée de Serrano avec une blessure par balle au front. L'enquête a révélé la vérité choquante, laissant tous ceux qui connaissaient Daniela dans l'incrédulité. Que s'est-il passé cette nuit-là? Qu'est-ce qui a si mal tourné? Réduire les charges. À partir de la deuxième réversion, elle aurait eu une détention sans caution. Attendez. Les procureurs ont dit au juge. Son futur ex-mari a dit « Quand Serrano boit, elle perd connaissance ». L'enquête sur la mort de Daniela a révélé des détails troublants. Yvonne Serrano, une femme sans antécédents criminels, a donné des déclarations contradictoires lorsqu'elle avait été interrogée par la police. Elle a d'abord affirmé qu'elle ne savait pas comment le corps de Daniela s'était retrouvé dans son allée. Serrano a dit aux officiers qu'elle avait trouvé la voiture de Daniela là-bas lorsqu'elle partait pour la salle de sport, mais son histoire a commencé à changer. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, Serrano a admis qu'elle avait été au bar cette nuit-là, buvant beaucoup. Elle a dit à la police qu'elle avait perdu connaissance, rendant ses souvenirs de la nuit flous. Son récit semblait incohérent et les autorités ont commencé à soupçonner son implication. Une enquête plus approfondie a révélé des preuves troublantes dans la maison de Serrano.
une arme à feu a été trouvée, et il y avait des signes qu'elle avait supprimé des images de sa caméra de sonnette qui auraient pu capturer des moments cruciaux. La découverte de ces preuves a soulevé plus de questions sur le rôle de Serrano dans la mort tragique de Daniela. Les incohérences dans les déclarations de Serrano, combinées aux preuves matérielles, ont laissé les enquêteurs croire qu'elle avait joué un rôle dans ce qui s'est passé cette nuit fatidique. La famille et les amis de Daniela cherchèrent des réponses, essayant de comprendre la tragédie qui avait volé la vie de Daniela. Ou pour raccompagner le suspect chez elle. Elle l'a raccompagné chez elle, le véhicule entre dans l'allée, et à un moment donné, le suspect a tiré sur la victime et l'a tuée. Serrano a été arrêté et accusé de meurtre et de falsification de preuves. Cependant, les procureurs ont ensuite réduit les accusations à homicide involontaire avec une arme à feu, une accusation moindre qui entraîne une peine maximale de 30 ans. Serrano a plaidé non coupable, affirmant qu'elle n'est pas coupable de son acte, laissant la famille et les amis de Daniela dévastés par le tournant des événements. Malgré le changement d'accusation, la mère de Daniela, Issa, et ceux qui connaissaient Daniela ont continué à chercher justice pour sa mort tragique. Bonjour Madame Serrano. Vous êtes accusée de 2 chefs d'accusation. Le premier est la falsification ou la fabrication de preuves matérielles. Le second est 1. Meurtre au second degré. L'histoire de la mort prématurée de Daniela Tavares a laissé une profonde empreinte émotionnelle sur sa famille et ses amis. La mère de Daniela, Isa, se retrouve à lutter contre la colère et la frustration, sachant que peu importe ce qui se passe au tribunal, sa fille ne reviendra jamais. En ce moment, nous attendons la sentence. Isabelle Tavares, mère de la victime, a dit qu'elle a vu un jury délibérer plus de 2 jours avant le verdict de culpabilité. Le cas odieux d'Yvonne laisse tout le monde sous le choc et incrédule. Le cas suivant a révélé une cruauté choquante qui a causé des dommages irréversibles. Cela pourrait se produire sans elle, absolument pas. C'est elle qui leur permet d'entrer dans l'appartement. Elle n'aurait jamais ouvert la porte pour Michelle Lamora. Elle aide à la maîtriser. Elle la maintient pendant que Lamora la poignarde à mort. Dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, une femme nommée Tabitha Buck a été condamnée à la prison à vie pour le meurtre en 1991 de Laurie, âgée de 16 ans. Montré. Buck, âgée de seulement 17 ans au moment du crime, avec son complice, Lisa Michelle Lambert, a attiré la mère de Shaw hors de leur appartement et a brutalement tranché la gorge de Shaw. Après près de 28 ans de prison, Tabitha Buck a récemment été libérée sur parole, ce qui a suscité beaucoup de débats et d'émotions. L'histoire de Tabitha Buck s'entrelace avec celle de Laurie Shaw, qui a commencé comme un conte typique de la vie dans une petite ville, mais s'est terminé par une tragédie impensable. À l'été 1991, Laurie, une adolescente brillante et gentille, a brièvement fréquenté Lawrence Buter Youngkin. Cependant, Laurie a ensuite confié à sa mère que Youngkin l'avait blessée. Leur relation s'est terminée, et Youngkin est retourné vers Lisa Michelle Lambert, son ex-petite amie enceinte. Pour Lambert, Laurie est devenue une obsession. Poussée par la jalousie, elle a commencé à harceler Laurie, se présentant sur son lieu de travail et répandant des rumeurs. L'amie de Lambert, Tabitha Buck, s'est jointe à l'agression. Buck a attaqué physiquement Laurie à plusieurs reprises, y compris lors d'une confrontation violente dans un centre commercial. La malveillance de Lambert est devenue méthodique. Avec l'aide de Buck, elle a recueilli des informations sur l'emploi du temps de Laurie et a obtenu son numéro de téléphone. Le 20 décembre 1991, Laurie a été brutalement attaquée chez elle. Sa mère, Hazel, avait été éloignée par un appel téléphonique simulé. Laurie a subi des blessures mortelles, mais a réussi à identifier Lambert comme son assassin avant de succomber. La police a arrêté Lambert, Buck et Youngkin ce jour-là. La mort de Laurie reste un rappel obsédant de la façon dont la jalousie et la haine peuvent dégénérer en violence. Tabitha Buck a obtenu une libération conditionnelle après que les États-Unis, la Cour suprême, a statué que les peines de réclusion à perpétuité pour les mineurs étaient inconstitutionnelles. Cette décision signifiait que sa peine a été réexaminée, lui donnant une chance de libération après avoir purgé près de 28 ans de prison. Certaines personnes croient que tout le monde mérite une seconde chance, surtout ceux qui étaient jeunes lorsqu'ils ont commis leurs crimes. Ils estiment que le temps passé par Tabitha en prison lui a permis de changer et d'apprendre de ses erreurs. Cependant, pour les familles affectées par ces actions, cette décision est difficile à accepter. La famille Shaw, en particulier, se retrouve face à d'anciennes blessures, alors qu'elle se souvient du crime brutal qui a coûté la vie à Laurie Shaw. Mais un très efficace. Et vous savez, les chances que mon client rencontre une personnalité comme ça, je ne sais pas, 1 sur 1 million. Le procureur du comté de Lancaster, Craig Steadman, a partagé à quel point cela a été douloureux pour les familles des victimes, même si le tribunal ne faisait que suivre la loi. La décision soulève une question complexe. Une personne qui a commis un crime grave en tant que mineure devrait-elle avoir une seconde chance? Bien que la loi voie un potentiel de réhabilitation, le poids émotionnel pour ceux qui ont souffert du crime reste lourd. Cette situation laisse tout le monde s'interroger sur l'équilibre entre la justice, la guérison et l'espoir de rédemption.
La libération conditionnelle de Tabitha Buck a été accordée après qu'elle ait montré un bon comportement pendant son temps en prison, complété des programmes pour s'améliorer et pris la responsabilité des crimes qu'elle a commis. Malgré ces étapes positives, elle doit suivre des règles strictes maintenant qu'elle est sortie. Elle n'est pas autorisée à avoir des contacts avec quiconque utilise des substances ou avec la famille de la victime, Laurie Shaw. Elle doit également assister à des évaluations régulières de santé mentale. Et surtout, elle ne peut pas retourner ou même visiter le comté de Lancaster où le crime a eu lieu. Certaines personnes pensent que c'est une chance équitable pour Buck de reconstruire sa vie, surtout qu'elle était si jeune lorsqu'elle a commis le crime. Cependant, d'autres se sentent incertains quant à savoir si quelqu'un qui a pris la vie d'une autre personne, surtout de manière si brutale, devrait être autorisé à réintégrer la société. Pour la famille de la victime et d'autres personnes affectées, il est difficile d'accepter que quelqu'un qui a causé tant de douleur puisse maintenant être libre. C'est une situation complexe où la loi offre une seconde chance, mais elle laisse encore beaucoup de gens avec des émotions mitigées et des questions sur la justice et le pardon. Tabitha Buck avait 17 ans lorsqu'elle a été condamnée à la prison à vie pour le meurtre brutal de Laurie Shaw, âgée de 16 ans, dans le comté de Lancaster. Tabitha Buck est maintenant une femme libre, mais sa libération n'efface pas le traumatisme causé par ses actions il y a toutes ces années. Bien qu'elle purge sa libération conditionnelle sous des conditions strictes, les cicatrices émotionnelles pour la famille Shaw et d'autres personnes affectées par l'affaire demeurent. Cette affaire met en lumière la complexité de la justice pour mineurs et la question de savoir s'il est possible pour quelqu'un de vraiment changer après avoir commis un tel crime. Les membres de la famille survivant ont été informés que la sentence était définitive. Et dans des cas comme celui-ci, c'était la vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le parcours de Tabitha à venir ne sera pas seulement fait de défis juridiques, mais aussi de guérison émotionnelle pour tous les impliqués. La réaction émotionnelle à la libération de Buck est mitigée. Pour certains, cela apporte l'espoir que les gens peuvent changer, même après avoir commis de terribles erreurs. Pour d'autres, cela ressemble à un rappel de la profonde douleur causée par la perte d'une jeune vie. La libération de quelqu'un qui a commis un crime aussi violent contre une autre personne est difficile à accepter pour beaucoup, particulièrement pour la famille de la victime, qui doit à nouveau faire face à la douleur. Ensuite, nous nous tournons vers Chloe Driver, une affaire qui met en lumière les conséquences dévastatrices des émotions incontrôlées. Je la vois partout, dans tout. Elle continue de vivre et me montre que la beauté peut être trouvée partout. Le 8 décembre 2020, dans le quartier tranquille de Canton, en Géorgie, la police a répondu à une scène effroyable. Une petite fille, de 13 mois, Anna Nicole Driver, avait été brutalement tuée. Sa mère, Chloe Driver, âgée de 24 ans, a été arrêtée sur les lieux après avoir tenté de se suicider. Chloe, accompagnée d'un groupe que l'on croit être une secte itinérante, s'est arrêtée dans une maison du quartier de Mountain View. Peu après son arrivée, Chloe a pris un couteau, s'est enfermée dans une chambre avec Anna et a poignardé sa fille 4 fois. Le père du bébé a désespérément essayé de la sauver, mais tragiquement, Anna a été déclarée morte sur les lieux. Chloe a survécu à ses blessures auto-infligées. Lors du procès, sa défense s'est appuyée sur un plaidoyer de folie. Elle a affirmé que sa maladie mentale l'avait poussée à commettre un acte impensable, un moment tragique. Elle a dit qu'elle pouvait à peine se comprendre elle-même. Sa défense l'a décrite comme une jeune femme profondément troublée, submergée par des luttes hors de son contrôle. Mais l'accusation a raconté une histoire bien différente, une qui a glacé le sang dans la salle d'audience. Ils ont décrit une mère dont le comportement après le crime ne montrait aucun signe de remords. Au lieu de cela, ils l'ont dépeinte comme froide et indifférente à la perte indicible de son enfant. Je voulais voir si elle allait bien parce que, je veux dire, elle leur échappait. Et puis ils l'ont attrapée et la traînaient vers les appartements qui étaient juste là. Le procès était profondément émouvant. Les policiers qui étaient arrivés les premiers sur les lieux ont donné des témoignages en larmes, racontant le moment dévastateur où ils ont trouvé Anna, âgée de 13 mois. Les jurés ont eu du mal à contenir leurs émotions en regardant les photos de la scène de crime et les images des caméras corporelles, chaque image révélant les détails déchirants des derniers moments du bébé. À la fin, la salle d'audience était remplie d'un sentiment accablant de tristesse. L'innocence d'un bébé perdu et les actions inimaginables d'une mère ont laissé tout le monde aux prises avec le poids de la tragédie, le cœur lourd de chagrin et d'incrédulité. Le procès de 6 jours de Chloe Driver a été un voyage déchirant à travers la perte tragique de Anna, âgée de 13 mois. Plus de 21 témoins se sont manifestés et 135 pièces à conviction ont été présentées. Et être forcé de monter dans un camion avec Vinyl Kyle. Pour revoir ma fille parce qu'il est un cancer qui m'attend. Il est le plus proche parent dans cette affaire, donc notre bureau prend contact avec le plus proche parent des victimes et nous l'avions fait à l'occasion. D'accord. Avec cela,
y compris des appels glaçants au 911 et des photos de la scène de crime, chaque jour au tribunal révélait plus de détails de ce jour fatidique, laissant tout le monde aux prises avec l'inimaginable. La défense de Chloé s'est concentrée sur sa santé mentale. 3 psychologues ont témoigné de ses luttes profondes, et Chloé elle-même a pris la parole, exprimant un profond regret pour ce qui s'était passé. Ses avocats ont soutenu que sa maladie mentale avait obscurci son jugement et l'avait poussée à un acte tragique qu'elle ne pourrait jamais réparer. 2. Coupable, mais mentalement malade. Chef. 5. Cruauté envers les enfants au premier degré. Coupable, mais mentalement malade. Mais l'accusation a dressé un tableau très différent. Ils ont décrit Chloé comme une mère qui montrait peu d'attention pour son enfant, même pendant le procès. Ils ont souligné des moments où son comportement semblait froid et inapproprié, arguant que ses actions montraient un inquiétant manque de responsabilité. Ils ont mis en avant comment ses choix ont conduit à la fin déchirante de Hannah, ne laissant aucune place aux excuses. La salle d'audience était remplie de chagrin et d'émotions contradictoires. Les preuves racontaient une histoire douloureuse, mais les souvenirs de la petite Hannah apportaient un espoir commun de justice et de guérison à la suite d'une tragédie aussi indicible. Vous tentiez de sauver sa vie à ce moment-là. Oui. Essayez de sauver la vie de Hannah. Oui, c'était le cas. Vous souciez-vous de Kawani et Hannah? Bien sûr. Vous souciez-vous encore d'eux? Le jury a rejeté le plaidoyer de folie de Chloé, la déclarant coupable mais mentalement malade. Elle a été condamnée pour malveillance, meurtre criminel, cruauté envers un enfant et agression aggravée. Julie Macaléa l'a condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle plus 20 ans, tout en reconnaissant le traumatisme infligé à tous les impliqués. Pendant le procès, Chloé devient émotive car elle se sent coupable de ce qu'elle a fait à sa fille. Cet état stipulerait que vous devriez purger 30 ans d'une peine à perpétuité avant d'être considéré. Cette affaire a touché les niveaux les plus profonds de l'émotion humaine. Une mère s'en prenant à la vie de son enfant est un acte qui défie la compréhension. La communauté a pleuré la perte d'un bébé innocent, tout en luttant pour comprendre l'obscurité profonde qui a conduit à cette tragédie. Lors de l'audience, le père du bébé a dit « Cette femme a pris la vie de ma fille. J'ai passé 3 mois dans une camionnette à crier et crier et crier. Que cette femme croyait qu'elle avait le droit de retirer la vie de ma fille de ce monde. » Le crime déchirant de Chloé Driver a dévasté une famille. Et l'affaire suivante prend un tournant sombre, avec une trahison choquante qui a conduit à la mort d'un mari. Et ça a été si difficile de traverser tout cela pendant les 3 dernières années et demie, plus des années après ce que j'ai traversé. Par une journée tranquille en 2012, une tragédie a frappé une famille à Carlsbad, en Californie, lorsque Julie Harper a été condamnée à 40 ans de prison pour avoir tué son mari. Julie Harper, 39 ans à l'époque, a tiré et tué son mari, Jason Harper, dans leur chambre à l'étage. Pendant ce temps, leurs 3 enfants étaient en bas, inconscients de l'horrible événement qui se déroulait au-dessus d'eux. Julie a affirmé que la fusillade était un accident, un acte désespéré de légitime défense, lors d'une dispute animée. Elle a témoigné que Jason, un homme athlétique et plein d'esprit, l'avait chargé et que le coup de feu était parti involontairement. Cependant, l'histoire n'est pas comme ça. Les enquêteurs ont découvert des détails troublants, y compris la préparation par Julie d'un sac de fuite rempli de passeports et d'argent liquide, suggérant qu'elle prévoyait de s'enfuir. Dit de regarder dans un sac à dos bleu maintenant chez lui pour les frais d'avocat. À l'intérieur, près de 40 000 $ en espèces. L'affaire de Julie Harper a pris un tournant dramatique alors qu'elle se déroulait au tribunal. Au début, lors de son premier procès, elle a été acquittée du meurtre au premier degré, laissant sa famille et le public divisés sur ce qui s'était réellement passé ce jour fatidique. Selon Julie, son mari la maltraitait depuis des années, et ce jour-là, il faisait de même. Mais lors d'un nouveau procès en 2015, un jury a réexaminé les preuves et l'a déclarée coupable de meurtre au 2e degré pour la mort de son mari, Jason Harper. Julie Harper a parlé du jour où elle a tué son mari. Elle a dit qu'elle et son mari, Jason, ont commencé à se disputer à propos d'argent dans leur chambre quand il est devenu violent. Le juge a prononcé une peine de 15 ans à perpétuité, mais 25 années supplémentaires ont été ajoutées parce que Julie avait utilisé une arme à feu lors du crime. Cela a porté sa peine totale à 40 ans à perpétuité, garantissant qu'elle passerait des décennies derrière les barreaux. Des années plus tard, Julie a cherché à réduire sa peine, invoquant une nouvelle décision de la Cour suprême de Californie qui permettait aux juges plus de flexibilité pour réduire les peines liées aux armes à feu. Elle espérait que cela pourrait lui donner une chance de libération anticipée. Cependant, l'accusation s'est fermement opposée à sa demande, arguant que les actions de Julie, y compris se débarrasser de l'arme du crime et préparer un sac de fuite, faisaient d'elle un danger pour la sécurité publique.
Il croyait que sa peine devait rester intacte pour refléter la gravité de son crime. Un jeudi matin tranquille, la salle d'audience est tombée dans le silence alors que le juge de la Cour supérieure Julie Blaine Bowman rendait sa décision finale. Julie Harper, qui avait été reconnue coupable d'avoir tué son mari Jason, était assise anxieusement alors que le juge confirmait sa peine initiale de 40 ans à perpétuité, rejetant son appel. L'accusation a dressé un tableau clair des actions de Julie en soulignant les détails troublants entourant l'affaire. Ils ont souligné que Julie n'avait jamais montré de remords sincères pour avoir pris la vie de Jason. Ajoutant au soupçon, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, et les preuves suggéraient que Julie s'en était délibérément débarrassée. M'a attrapé par les bras, a commencé à me secouer. Avec force. Julie dit qu'elle craignait pour sa vie. Les procureurs ont également souligné que Julie avait préparé un sac de fuite avec des passeports et de l'argent liquide, ce qui, selon eux, montrait qu'elle avait l'intention de fuir après l'événement tragique. Ces actions, ont-ils affirmé, reflétaient une tentative calculée d'échapper à la responsabilité de son crime. Julie Bowman a convenu, déclarant que réduire la peine de Julie ne rendrait pas justice. Sa décision a été accueillie avec un soulagement silencieux par la famille endeuillée de Jason. Bien que les procédures judiciaires soient terminées, le poids émotionnel de la tragédie persistait. Les proches de Jason ont quitté le palais de justice le cœur lourd, trouvant un certain réconfort en sachant que la sentence honorait la mémoire d'une vie fauchée trop tôt. Julie Harper a été condamnée à 40 ans à perpétuité pour avoir tué son mari. La famille de Jason, y compris sa mère, Lena, a exprimé son soulagement face à la décision, insistant sur le fait que justice devait être rendue pour Jason. Ils croyaient que Julie devait purger au moins autant d'années qu'elle en avait prises à la vie de son mari. Pour une peine totale de 40 ans à perpétuité dans une prison d'État. Et de l'approbation. Quittez votre comparution pour l'approbation. N'ai pas réussi à obtenir... Il n'y avait pas une once de remords, seulement une détermination silencieuse. Elle a expliqué chacune de ses actions avec clarté, révélant que chaque choix qu'elle a fait était motivé par l'instinct de se protéger. Ce n'était pas de l'imprudence ou de la malveillance, c'était de la survie. Permet au juge d'avoir une discrétion sur l'accusation liée à l'arme à feu, qui a ajouté 25 ans à perpétuité à sa peine. C'était obligatoire en Californie jusqu'à cette année. Maintenant, c'est à son tour de faire appel. Cette affaire déchirante a laissé une famille brisée. Pour les proches de Jason, les souvenirs de sa personnalité vibrante ont été éclipsés par la perte dévastatrice. Bien que la justice ait apporté une certaine clôture, les cicatrices émotionnelles demeurent. Même les enfants de Julie montrent du remords pour leur père, disant à leur mère qu'ils ne veulent pas l'appeler maman. La justice a été rendue, mais les cicatrices de cette tragédie resteront à jamais. Julie serait habituellement endormie. Tu appelais ta mère Julie, c'est bien ça? Oui. C'est comme ça que tu l'appelles maintenant? Oui. Pourquoi as-tu commencé à l'appeler Julie? Parce que je ne veux pas dire qu'elle est ma mère. Le cas suivant nous amène à Michelle Kehoe, une mère dont les actions ont laissé une marque glaçante sur sa famille. J'aime toujours Michelle en tant qu'épouse, mère et amie, et j'espère qu'elle recevra le traitement dont elle a besoin. En octobre 2008, Michelle Kehoe, une mère de Coralville, Iowa, a conduit ses deux fils dans un endroit isolé près de Littleton. Ce qui a suivi était un acte horrible qui laisserait l'un de ses fils mort et l'autre gravement blessé. Michelle a bandé leurs yeux, puis elle leur a tranché la gorge avec un couteau avant de tenter de se suicider. En octobre 2008, Michelle Kehoe a emmené ses deux fils dans un endroit calme et isolé près de Littleton, Iowa. C'était un voyage qui allait changer leur vie à jamais. Dans un moment choquant et déchirant, Michelle, dans un accès de colère et de confusion, a bandé leurs yeux et les a attaqués avec un couteau. Tragiquement, son fils de 2 ans, qui était trop jeune pour comprendre l'horreur autour de lui, a perdu la vie à cause des blessures brutales. Son fils de 7 ans, cependant, a montré une force et une résilience incroyables. Malgré l'attaque terrifiante, il a survécu et, aussi difficile que cela ait dû être, il a courageusement témoigné au tribunal de ce qui s'est passé ce jour-là. Au début, Michelle a essayé de rejeter la faute, disant aux autorités qu'un étranger les avait attaqués. Cependant, la vérité est vite apparue. Après un certain temps, elle a admis qu'elle était responsable de la tragédie. Le courage du garçon et la perte déchirante de son petit frère ont laissé la communauté sous le choc. C'était un moment dévastateur pour tous ceux qui connaissèrent la famille, surtout qu'une mère était celle qui avait causé le mal. Malgré sa confession, le système judiciaire devait remplir son devoir pour assurer la justice pour l'enfant survivant. Coupable de meurtre au premier degré, daté du 5 novembre 2009, par Anthony. Alors que le procès de Michelle Kehoe commençait, l'affaire est devenue plus compliquée que quiconque ne l'avait prévu. Malgré sa confession, l'équipe de défense de Michelle a soutenu qu'elle n'était pas mentalement apte à être jugée.
Ils croyaient que sa santé mentale troublée avait joué un rôle significatif dans l'attaque, et que cela aurait dû être un élément central de sa défense. Ses avocats ont affirmé que Michelle n'était pas dans un état d'esprit correct lorsqu'elle a fait sa confession à la police, et que ses déclarations n'auraient donc pas dû être utilisées contre elle. Stratégie pour faire, je cite, sortir votre histoire à travers les experts. Parce qu'alors vous ne seriez pas soumis à un contre-interrogatoire. La défense a également soutenu que son avocat, lors du procès, n'avait pas réussi à protéger correctement ses droits, surtout en ce qui concerne les déclarations qu'elle avait faites à l'hôpital. Selon eux, ces déclarations étaient influencées par ses problèmes de santé mentale et n'auraient pas dû être admises comme preuve. La défense espérait que le tribunal tiendrait compte de son historique de santé mentale et ferait preuve de clémence, reconnaissant ses difficultés. Malgré ces affirmations, le tribunal a statué autrement. Les juges ont déterminé que Michelle comprenait ce qu'elle avait fait, les accusations portées contre elle et le processus de son procès. Ils ont conclu que sa confession avait été faite volontairement, sans coercition, et qu'elle était apte à être jugée. La Cour d'appel de l'Iowa a rejeté son appel, confirmant que Michelle Keough était apte à être jugée. Les juges ont conclu qu'elle comprenait les accusations portées contre elle et avait volontairement avoué le crime. En fin de compte, Michelle a été reconnue coupable de meurtre et de tentative de meurtre. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et purge actuellement sa peine à la prison pour femme de Mitchellville. La société a globalement souffert à cause de vos actions et des décisions que vous avez prises. Au fur et à mesure que le procès avançait, Michelle était submergée par l'émotion. Le poids de ce qu'elle avait fait l'a frappée durement, et à mesure que les preuves étaient présentées, elle a commencé à perdre son sang-froid. Sa voix tremblait, et des larmes remplissaient ses yeux. Il était clair qu'elle comprenait maintenant pleinement la gravité de ses actes, et ressentait un profond regret. Je veux exprimer mon profond chagrin. Je veux prétendre que je fais partie de la famille d'un ami. Cette affaire tragique a laissé une communauté sous le choc. L'horreur d'une mère se retournant contre ses enfants est presque impossible à comprendre. Bien que le courage du fils survivant à témoigner ait aidé à rendre justice, le chagrin de perdre une jeune vie et le traumatisme de survivre à une telle attaque resteront avec lui pour toujours. L'affaire souligne également l'importance de la santé mentale dans la compréhension des complexités du crime et de la justice. Les actions de ces tueurs familiaux ont laissé des cicatrices qui ne guériront jamais, et leur absence de remords au tribunal ne fait qu'approfondir la tragédie. Mais il y a encore plus à découvrir. La prochaine vidéo à l'écran plonge plus profondément dans des affaires choquantes et les verdicts de tribunal qui ont secoué le monde. Continuez à regarder.